Bonjour les gens. Les gens ne vont pas apparaître à l'image, en revanche. Bonjour les gens, oui. Ok, je vois déjà une question. Bonjour. Ah bah c'est gentil. Bon, si vous êtes 71 à nous dire bonjour, on va pas s'en sortir. Mais on va dire que le bonjour d'Anita compte pour tout le monde. Ah, ça fait plaisir en tout cas. Bon, on va peut-être commencer tout doucement. On attend encore un petit peu. Bon, je vois qu'il est 14 h. Bon, donc écoutez, on va commencer tout doucement. Bah, bonjour tout le monde et bienvenue à notre table ronde, donc décalée 2 fois depuis l'année dernière. Donc là, la troisième, c'est bon. Donc moi, je suis très contente de vous voir aussi nombreux à vous être inscrits à cette table ronde qui, comme vous le savez, est consacrée aux traducteurs littéraires aujourd'hui et demain. Et nous avons donc 3 intervenants experts aujourd'hui qui vont nous parler des conditions de travail des traducteurs littéraires, surtout avant, pendant et après la crise sanitaire. Et qui vont aborder des questions très importantes de professionnalisation, multi-activité, des questions de précarité, perte de revenus, perte de perspective, sentiment de maltraitance administrative, relations avec les éditeurs, évolution du métier. Quelles sont nos aspirations? Quelles sont les perspectives de progression à l'avenir? Quel est le chemin que nous avons parcouru depuis quelques années? Et j'ai presque envie de dire, à quelle sauce serons-nous mangés demain? Donc, nous allons entendre aujourd'hui les points de vue de trois experts dans le domaine, donc une économiste, une traductrice professionnelle et un représentant du ministère de la Culture. Je vous présente dans l'ordre donc Olivia Guillon, Paola Apelius et Rémi Guimazan. Qui vont prendre la parole à tour de rôle. Donc, je vais rapidement présenter rapidement les 3 intervenants et puis vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la table ronde d'aujourd'hui. Donc, Olivia Guillon est agrégée d'économie-gestion et depuis 2010, maître de conférence en économie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Ses recherches, publications et conférences à destination de publics scientifiques et professionnels portent sur les secteurs de la culture, du numérique et de l'éducation. De 2015 à 2020, elle a également été conseillère auprès de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur. Elle participe régulièrement au pilotage de concours, à l'organisation de formations et à la conception de ressources pédagogiques en économie et en gestion. Et donc, c'est Olivia qui va ouvrir la table ronde aujourd'hui en présentant l'enquête qu'elle a menée en 2019. Ensuite, nous écouterons Paola Apelius, diplômée de l'ESIT, traductrice de l'anglais et de l'espagnol depuis une petite vingtaine d'années, spécialisée en littérature jeunesse et young adult, littérature de l'image. Elle est venue à la traduction littéraire par affinité avec l'écriture et le goût de la narration. Animée du désir d'aider et de représenter ses pairs, elle est entrée au conseil de l'administration de l'ATLF en 2015 pour y défendre les littératures populaires et de genre et les conditions d'exercice du métier de traducteur littéraire. Devenue présidente de l'ATLF en juin 2020, elle s'attache aujourd'hui à piloter l'association dans les méandres des différentes réformes récentes et à venir et à baliser le chemin du devenir de la profession au mieux des intérêts des traducteurs. Et dans un troisième temps, donc, nous écouterons Rémi Guimazan, qui est chef du département de l'économie du livre à la Direction générale des médias et des industries culturelles. Le département de l'économie du livre élabore, coordonne et évalue l'action du ministère de la Culture pour les questions économiques, juridiques et sociales liées à la création, l'édition, la distribution et la promotion du livre en France et à l'étranger. Rémi veille à préserver les équilibres entre les maillons de la chaîne du livre et à favoriser la perpétuation d'une offre éditoriale riche et diversifiée. Son action est à la fois normative et de soutien direct et il assume également des fonctions prospectives par la réalisation d'études sectorielles. Il évalue l'action du Centre national du livre, dont le service du livre et de la lecture assure la tutelle, ainsi que l'activité des directions régionales
des affaires culturelles dans son champ de compétences. Voilà, donc nous écouterons nos 3 intervenants à tour de rôle. Juste pour expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez en bas de l'écran une touche QR, questions-réponses, qui vous permettra de poser vos questions par écrit. Si c'est des questions qui peuvent se traiter rapidement entre 2 interventions, on le fera comme ça. Si c'est des questions qui vont susciter un débat un peu plus développé, on va garder un temps de parole assez long à la fin de la table ronde pour qu'on puisse justement écouter vos questions et débattre de manière plus approfondie. Vous avez aussi, donc vous pouvez poser vos questions par écrit pendant les interventions avec le bouton QR. Vous avez aussi la possibilité de lever la main par le bouton réaction qui est également en bas de l'écran, qui vous permettra de lever la main virtuellement pour poser vos questions de vive voix. Vous serez donc autorisé un moment à prendre la parole et où il faut bien évidemment penser à activer votre micro à ce moment-là. Quand vous aurez la parole. Je dois aussi vous dire que la séance est enregistrée et donc sera rediffusée. Donc, si vous tenez à, voilà, vous paraîtrez à l'écran si vous posez la question de vive voix. Nos interventions vont durer, vous avez 10 à 12 minutes pour les présentations, pour présenter vos remarques. Et après, on ouvrira donc les débats à la salle. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions en bas déjà. Et je donne la parole à Olivia. Oui, merci Suzanne et bonjour à tous. Donc effectivement, pour introduire cette table ronde, enfin pour commencer un petit peu le propos, on va faire un petit retour sur l'enquête qui avait été menée par et avec la TLF en 2019. Et c'est important de rappeler cette date parce qu'en fait, au moment où on a fait l'enquête, où on l'a conduite auprès des adhérents, on ne se doutait pas du tout que quelques mois plus tard, on aurait affaire à une crise sociale, économique et sanitaire aussi grave et profonde. Et donc, on l'a conduite, cette enquête, en toute innocence, mais sans se douter que les thématiques qui seraient abordées dedans, en fait, allaient prendre une telle acuité, une telle importance, en fait, dans l'année suivante et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc là, si maintenant on a un peu de recul aussi sur cet avant, pendant et après le confinement, il faut aussi voir que on se place, à mon avis, dans un temps qui est aussi beaucoup plus long, qui non seulement n'est pas propre au moment où on a mené l'enquête, mais qui en plus est bien plus long que ça et relatif à des transformations bien plus longues, puisqu'on a aussi le recul sur les précédentes éditions de l'enquête qui grosso modo, tous les 10-20 ans, permettent de faire une photographie de la situation socio-économique des traducteurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu non seulement la situation au moment où on a fait l'enquête, mais aussi dans la dynamique, dans la durée, de voir les perspectives que ça ouvre sur le passé et sur le futur. Alors, cette enquête, donc, elle abordait un certain nombre de thèmes qui sont, comme je le disais, devenus très centraux dans les préoccupations, non seulement des traducteurs, mais de beaucoup d'auteurs et plus généralement beaucoup de créateurs et même beaucoup de travailleurs dans notre société depuis. Le premier d'entre eux, c'est, pour les traducteurs en tout cas, ce que l'enquête a mis en évidence, c'est une évolution du rapport à la profession et au métier de traducteur, avec un peu un double mouvement. D'abord, on remarque qu'il y a une forte aspiration à la professionnalisation, c'est-à-dire au fait de pouvoir appartenir à une profession reconnue, avec un certain nombre de droits et de statuts qui seraient attachés à cette profession, et aussi des pratiques et une communauté auxquelles les traducteurs aspirent pouvoir se rattacher et appartenir. Et ça se manifeste par exemple avec l'adhésion à des associations d'auteurs
notamment comme celle de la TLF. Et en même temps que cette aspiration à la professionnalisation, avec des signes tangibles, hein, comme le fait qu'aujourd'hui l'entrée dans le métier se fait de plus en plus souvent par des stages, le fait que les auteurs et les traducteurs en particulier sont de plus en plus conscients de leurs droits et cherchent à les revendiquer et à les faire respecter. Parallèlement à ça, il y a, et ça c'est une tendance sociétale, hein, et pas seulement propre aux traducteurs et aux auteurs, il y a une tendance à la multi-activité, à la pluriactivité, pour des raisons qui peuvent être à la fois subies et choisies, et parfois un peu les deux en même temps, ce qui est dans un arrangement un peu subtil, hein, entre les contraintes, notamment économiques, qui font qu'on ne peut pas forcément toujours vivre de ces seules traductions, et en même temps l'intérêt que beaucoup d'auteurs, de traducteurs et même de créateurs en général trouvent à multiplier les types d'activités rémunératrices, on va dire. Donc voilà, ça c'est un premier élément très important et qui est déjà en lui-même à mettre en écho avec des choses des choses de fond, hein, qui se passent dans notre société. Deuxième élément très important et très à vif, d'ailleurs je pense que cette table ronde va largement le révéler, c'est le sentiment de précarité qui est ressorti de manière très spontanée dans beaucoup de commentaires faits par les personnes qui ont répondu à l'enquête. Ce sentiment de précarité, il repose un peu, enfin, il s'appuie sur plusieurs types d'éléments. Il y a bien sûr une dimension financière sur laquelle on va revenir juste après, mais aussi il y a une dimension de ce qu'on pourrait appeler une précarité statutaire ou relationnelle qui va se révéler notamment dans la relation avec les éditeurs et en particulier les difficultés ressenties par certains traducteurs et avérées dans beaucoup de cas, hein, les difficultés à faire respecter certains de leurs droits relatifs, par exemple, au délai, relatifs à la reddition des comptes, relatifs à la citation de leur nom sur la couverture, etc., ou tout simplement même à la forme de la rémunération, puisque les traducteurs littéraires en principe et en tout cas d'un point de vue professionnel justement devraient être rémunérés en droit d'auteur et le sont parfois sous forme d'honoraires sans forcément l'avoir souhaité. Voilà, donc il y a un peu ces deux piliers au sentiment de précarité, et l'un de ces deux piliers, il est assez facilement objectivable avec l'évolution de la rémunération, puisque, donc peut-être si on peut visualiser l'évolution de la rémunération sur plusieurs décennies, en fait, on s'aperçoit que, alors tous ces résultats-là sont présentés en détail hein, dans le compte-rendu d'enquête qui est disponible sur le site de la TLF, mais on voit en tout cas avec ici le cas de la rémunération, qu'il y a une évolution défavorable aux traducteurs. Tout ceci, bien sûr, ce sont des moyennes. Hein. Il y a une évolution défavorable aux traducteurs, aussi bien du point de vue des euros constants, c'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, environ 15% de perte de pouvoir d'achat en une trentaine d'années, ce qui est très important, mais l'écart il est encore plus flagrant par rapport à l'évolution du salaire moyen qu'on peut approcher par celle du SMIC horaire brut, et là où on a pratiquement un décrochage de 45% de la rémunération moyenne des traducteurs par rapport à celle, on va dire, d'un salarié standard, qui lui a gagné en pouvoir d'achat par rapport à 1993, hein, si on veut expliquer un petit peu ce graphique. Donc, il y a un sentiment d'appauvrissement qui est assez objectivable hein, à travers ce type d'éléments, qui n'empêche pas que beaucoup de traducteurs hein, continuent d'exprimer une grande passion dans leur travail, mais évidemment cela pèse aussi non seulement sur leurs conditions de vie matérielle, mais aussi sur un sentiment de manque de reconnaissance financière, mais aussi toutes les reconnaissances qui vont avec, hein, symboliques et sociales, de la part de leur et de leurs partenaires éditoriaux, les autres maillons de la chaîne éditoriale, mais aussi de l'ensemble de la société hein, par rapport à leur métier et à leur activité.
Voilà. Et donc, toutes ces évolutions, alors dans la relation avec les éditeurs, il y a aussi beaucoup de choses positives qui ressortent, mais un sentiment d'une difficulté en fait à faire connaître la réalité de leur travail par leurs éditeurs pour beaucoup de traducteurs, même quand ils n'expriment pas on va dire un sentiment majoritaire de mécontentement à l'égard de leur relation avec les éditeurs. Alors toutes ces évolutions, ce qui est intéressant, c'est que bon, d'une part, elles sont ressorties de manière assez vive dans le questionnaire, à la fois à travers les questions qu'on a posées et à travers les commentaires spontanés faits par beaucoup de répondants, qu'on remercie d'ailleurs encore une fois. Peut-être que certains sont connectés à cette visio là pendant qu'on discute. Et toutes ces évolutions, elles sont aussi à replacer dans un temps plus long. Alors bien sûr, le temps avant et après Covid, enfin l'après-Covid, on n'y est pas encore, mais avant et après pic de la crise sanitaire dont on peut discuter aujourd'hui, mais aussi un temps beaucoup plus long qui est en fait l'évolution du métier sur plusieurs décennies. Et ça, on peut le faire grâce aux différentes enquêtes qui ont été menées depuis les années 80. Donc on a quasiment une quarantaine d'années de recul sur cette même population qui est celle des traducteurs littéraires français, pour voir sur certains éléments, parce qu'on n'a pas des réponses à toutes les questions, mais sur certains éléments, on a la possibilité d'évaluer un peu cette évolution de long terme. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que déjà au début des années 80, la question de savoir si cette profession était en crise se posait. En tout cas, elle était posée par Nathalie Heinrich. Et ça peut nous interpeller parce qu'en réalité, une crise qui dure depuis 40 ans, c'est plus réellement une crise. C'est une tendance de long terme qui, en fait, bouscule la façon dont les traducteurs vivent, exercent leur métier. Et sans doute que les générations les plus jeunes aujourd'hui n'entrent pas du tout dans le métier avec les mêmes façons de concevoir leur activité que les générations plus anciennes. Et ces évolutions, elles sont à mettre en écho avec le regard que la société porte aujourd'hui sur le travail, d'une manière générale, et pas seulement le travail créatif, sur le travail d'une manière générale, sur la pluriactivité, sur la précarité et sa prise en charge ou pas par la société, à travers par exemple la protection sociale. Et voilà, je pense qu'il est intéressant de replacer les revendications actuelles et les besoins exprimés aujourd'hui par les traducteurs dans ce contexte-là plus général qui, en fait, pourrait en quelque sorte faire des traducteurs le point de cristallisation d'un certain nombre de tensions socio-économiques qui sont bien sûr indépendantes d'eux. Voilà, et puis je pense qu'on va pouvoir développer ces différents points dans le reste de la discussion. Parfait, merci beaucoup Olivia. Je vois qu'on a eu une question de Yacine. Paola, tu voulais réagir à la question de Yacine ou tout à l'heure? Je voulais lui répondre par écrit et je n'ai pas réussi. D'accord. Tout dire. Yacine, Voilà, si vous êtes là, on vous répondra par écrit tout à l'heure si vous voulez bien. non, je peux lui répondre directement. Je voulais lui répondre que s'il veut voir le nombre de ventes de ses livres, parce que je suppose que c'est ça qu'il demande, et il peut le faire à la SGDL avec GFK. D'accord. Yacine, si voilà, vous pouvez toujours nous reposer la question après par écrit tout à l'heure. Voilà, très bien. Du coup, ça tombe très bien. Je passe la parole à Paola. Bon, alors donc bonjour. Donc, je vais essayer de rebondir sur ce qu'a dit Olivia. Donc, du coup, j'ai pris des notes des différents points. Alors, elle parlait d'abord de la professionnalisation donc, qui ressortait de cette enquête. Donc, nous, la TLF, nous sommes une association professionnelle, mais c'est vrai qu'on voit l'évolution de nos adhérents au fil du temps qui sont maintenant davantage informés en fait, de tout ce qui concerne les métiers, sur le régime social, le régime fiscal,
tout ce qui concerne les contrats de cession de droit, la négociation avec les éditeurs, etc. Bon, c'est ce qu'on s'attache à faire depuis la création de la TLF, mais on a l'impression que nos adhérents sont plus intéressés par ces questions qu'ils ne l'étaient peut-être auparavant et sont mieux informés. Alors ça tient sans doute, cette année en tout cas, à la réforme du régime social des auteurs, qui a mis toutes ces questions sur la table, aussi bien pour les affiliés que pour les assujettis, alors qu'auparavant, c'était presque… bon, ceux qui étaient affiliés connaissaient déjà toutes ces questions sociales, fiscales, etc. Mais ceux qui étaient assujettis s'en occupaient un petit peu moins. D'où le problème qu'il y avait eu avec la GESA, de ceux qui pensaient cotiser pour la retraite, alors qu'en réalité, aucune cotisation retraite n'était appelée aux assujettis. Donc certains, de bonne foi, pensaient, puisqu'ils cotisaient pour la solidarité, qu'ils cotisaient également pour s'ouvrir ses droits, pour s'ouvrir des droits. Bon, c'était pas forcément évident de comprendre comment fonctionnait le régime social des auteurs pour nos adhérents. Ça le devient davantage. Bon, c'est peut-être vrai également que les jeunes qui arrivent sur le métier, d'abord, ils passent davantage par des masters de traduction qui les forment aussi à ces questions, qui abordent en tout cas ces questions. Moi, par exemple, il m'arrive régulièrement d'aller intervenir dans les masters de traduction pour expliquer justement les questions sociales, juridiques, fiscales, de l'exercice du métier de traducteur, ce qui n'était pas forcément le cas des générations précédentes qui ne passaient pas par les masters de traduction, qui venaient à la traduction par des voies variées et différentes et qui donc ne se posaient pas ces questions professionnelles. Donc effectivement, on constate que nous sommes davantage professionnalisés. Ensuite, pour ce qui est de la multi-activité, bon, on voit dans notre enquête que beaucoup de nos adhérents ne sont pas uniquement traducteurs littéraires. Il y en a, je crois, un petit tiers qui est uniquement traducteur littéraire. Pour les autres, il y en a beaucoup qui sont soit salariés, soit fonctionnaires, soit auto-entrepreneurs, soit traducteurs libéraux en traduisant de la traduction pragmatique, traduction technique, donc qui sont des régimes différents. Donc ça aussi, ce sont des questions qui se sont posées récemment. Moi je suis entrée au CA de la TLF il y a 5 ans. Et c'est là que ces questions ont commencé à se poser sur est-ce qu'il nous faut un numéro de SIRET, est-ce qu'il ne nous faut pas un numéro de SIRET. Auparavant, quand on était traducteur littéraire, on ne se posait pas la question du numéro de SIRET. On était précompté, ou ceux qui n'étaient pas précomptés, je ne sais pas comment ils faisaient, peut-être travaillaient-ils au noir, c'est bien possible. Donc la question a commencé à se poser, mais il me faut un numéro de SIRET, on me demande un numéro de SIRET, pourquoi est-ce qu'il faut que j'ai un numéro de SIRET, etc. Donc moi, je me suis intéressée à ces questions dès que je suis arrivée à la TLF et j'ai essayé de me renseigner, ce qui n'était pas forcément évident de trouver des informations, parce que j'ai interrogé l'URSSAF, j'ai interrogé la GESA, j'ai interrogé les services des impôts, j'ai interrogé tous ceux qui je pensais pouvaient me donner des réponses. Personne ne me donnait les mêmes réponses. Donc, on voit que le régime est quand même un petit peu compliqué, il faut bien le dire, même pour les administrations qui ne savent pas exactement toujours comment ça se passe. Par exemple, quand on est auto-entrepreneur, on paye normalement la cotisation foncière des entreprises. Mais si on est auteur, on ne paye, quand on est artiste-auteur, on ne paye pas, on est dispensé de la cotisation foncière des entreprises. Or, il y a pas mal de traducteurs qui ont un numéro de SIRET et avec ce numéro de SIRET, ils sont à la fois artiste-auteur et à la fois auto-entrepreneur. C'est mon cas, par exemple. Et au départ, les impôts me faisaient payer la cotisation foncière des entreprises. Donc, je suis allée voir les personnes qui s'occupaient de mon dossier au service des impôts avec les documents de l'administration qui sont imprimés, qui disent que les auteurs sont dispensés de la cotisation foncière des entreprises. Donc, j'ai pu m'en faire dispenser comme ça, mais voilà, c'est un petit peu, c'était toujours un parcours du combattant. Et on voit donc toutes ces questions se sont posées avec plus d'acuité là, avec le régime, donc le passage la réforme, je veux dire, du passage aussi de la GESA, MDA à l'URSSAF, où toutes ces questions se sont posées concrètement à tout le monde au moment de créer son espace sur le site artiste-auteur, au moment de faire sa déclaration de revenus. Donc maintenant, je pense que tout le monde est un petit peu au courant justement de toutes ces questions professionnelles
parce qu'elles se sont posées concrètement à nous. Aussi avec la réforme de la cotisation au premier euro dont je parlais tout à l'heure, donc plus d'assujettis, tout le monde est affilié dès le premier euro, et avec de l'AGSA MDA pour la collecte des cotisations à l'URSSAF Limousin. Donc maintenant, ces questions-là sont remontées sur le devant, et donc les associations professionnelles s'en sont emparées forcément, et on espère que ça va s'arranger. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça progresse quand même. Bon, moi, je dois quand même bien dire que les responsables et de l'URSSAF Limousin et de la COS qui ont mis en place le portail, bon, il y a des problèmes, certes, qui sont compliqués à résoudre, et au niveau individuel, chacun se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar?» Mais heu, en tout cas, on a pu faire remonter tous les problèmes. On a eu des interlocuteurs qui ont essayé de les résoudre, bon, individuellement, ce qui est un petit peu bon, c'était pas forcément leur rôle de les résoudre individuellement. Il aurait mieux valu que ça soit bien fait dès le début, mais je trouve qu'il y a quand même la volonté de nous répondre. Voilà. Alors, il faut effectivement que les associations se démènent pour faire remonter les questions des artistes-auteurs, et s'ils n'avaient pas les associations, je pense que voilà, ils n'auraient pas pu s'y retrouver. Bon, ensuite, donc ça, c'est ce que montre le visuel qui montre, qui apparaît à l'écran ne concerne pas ce que je dis en ce moment, mais c'est pas grave, je vais rebondir dessus. Donc, euh, ensuite, les résultats de l'enquête qu'a présentée Olivia résonnent également avec les résultats de la mission Bruno Racine. Donc, c'est un questionnaire, une grande concertation qui a été menée, qui avait été demandée par Franck Rister pour faire un point sur la situation des artistes-auteurs en général. Bon, donc nous, la TLF, nous y avons répondu pour les traducteurs. Euh, les conclusions de la mission Racine sont à peu de choses près les mêmes que celles de notre enquête, où on voit un sentiment grandissant de précarité chez les artistes-auteurs en général, donc chez les traducteurs comme chez les autres, un sentiment de maltraitance administrative de non-accès à nos droits sociaux quand on en a besoin. Bon, c'est vrai qu'il est compliqué bon, pour les congés maternité, c'est pas toujours facile de les avoir au moment où on a besoin. Même pour les indemnités journalières, on a eu plusieurs cas d'artistes-auteurs, enfin de traducteurs, qui nous appellent, qui doivent toucher des indemnités journalières, qui ont été opérés, qui ont subi une lourde opération, qui ne peuvent plus travailler, par exemple. Et ça met au moins 4-5 mois avant qu'ils touchent leurs indemnités journalières. Donc, et il faut revenir à la charge, il faut parler à la médiatrice de la sécurité sociale. Enfin, c'est quand même très compliqué. Et là, les organisations d'auteurs servent à faire le relais, en réalité, entre les individus, entre les professionnels et les administrations. Bon, alors heureusement qu'on est là, mais c'est vrai que si ça fonctionnait plus directement, ça pourrait être bien. Et la troisième chose qu'on voyait dans le rapport Racine et dans notre enquête socio-économique, c'est le déséquilibre du rapport de force entre les traducteurs, pour nous, et les éditeurs, mais entre les artistes-auteurs et les diffuseurs. Puisque au moment bon, on vit de la cession des droits de nos œuvres, donc nous créons des œuvres. Ensuite, nous cédons les droits d'exploitation de nos œuvres à des diffuseurs, et c'est avec la cession des droits que nous sommes rémunérés pour les œuvres que nous avons créées. Donc, il faut négocier, il faut faire un contrat avec les diffuseurs à qui nous cédons nos droits. Donc là, c'est tout un aspect juridique. Souvent, parmi nos adhérents, nous en avons bon, alors nous avons un service juridique que nous avons ouvert il y a 3 ans maintenant, qui prend de plus en plus d'ampleur, où il y a de plus en plus de traducteurs qui viennent interroger notre juriste, qui leur montre ses contrats, qui lui demandent d'intervenir quand il y a des problèmes avec les éditeurs. Donc ça aide, ça donne une assise également à nos adhérents qui, quand ils ont un conflit avec les éditeurs, mettent en copie le juriste de la TLF qui les aide à répondre aux questions, qui les aide à régler ces problèmes. Bon, on voit qu'ils répondent plus facilement, les éditeurs, quand le juriste de la TLF est mis en copie que quand les traducteurs la réécrivent tout seuls. Donc ça, c'est une bonne chose.
Mais dans le contrat, donc dans la négociation des contrats entre le traducteur et l'éditeur, c'est un contrat de gré à gré. Donc normalement, tout le monde doit pouvoir changer des choses dedans, tout le monde doit pouvoir négocier ce qui l'intéresse, ça doit convenir aux deux parties, un contrat de gré à gré. Or, souvent, les éditeurs nous répondent que non, on a un modèle de contrat, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et les traducteurs, souvent, quand ils sont tout seuls dans leur coin, bon, bah, ils n'osent pas négocier, ils n'osent pas, ils se disent, bon, c'est comme ça, déjà, ils sont pas. J'imagine que c'est pareil pour les auteurs en général, parce que c'est de ça qu'on vit, et que nous n'avons pas de rémunération assurée, donc nous courons après les contrats, quand même, quelque part. Donc, quand on a un contrat, on est content, on n'a pas envie d'avoir de mauvaises relations avec notre éditeur, parce qu'on se dit qu'après, on ne travaillera plus pour lui, mais il faut quand même connaître nos droits. Donc, c'est ce que nous nous efforçons de faire, nous, à la TLF, par des formations juridiques qu'anime Jonathan Serreur, notre juriste, pour nos adhérents, où il explique les bases du droit d'auteur, les bases du contrat d'édition, les points sur lesquels il faut être attentif, ce qu'on peut demander, ce qu'on ne peut pas demander. Moi, j'interviens également avec lui pour expliquer plus concrètement les marges de manœuvre qu'on peut avoir avec les éditeurs, les points sur lesquels on peut, bon, c'est pas si important, ceux au contraire sur lesquels il faut pas lâcher prise, notamment sur le droit moral du traducteur, si on cite notre nom. Bon, pour ce qui est des rémunérations, ça c'est chacun doit négocier sa rémunération. Nous faisons quand même à la TLF une enquête rémunération tous les ans qui donne une idée par rapport aux réponses que nous obtenons du prix au feuillet qui est pratiqué pour les uns et les autres. Alors là, nous avons quand même une particularité, les traducteurs, par rapport aux auteurs en général, c'est que nous avons négocié que notre rémunération dépend du prix au feuillet, donc en réalité du travail que nous faisons. Nous sommes, je pense, une des rares professions de la création où nous sommes rémunérés pour le travail que nous faisons, en plus de l'exploitation de nos œuvres, qui, elles, laissent à désirer de notre côté. Parce que nous sommes rémunérés avec un avaloir qui est calculé en fonction du nombre de feuillets que nous rendons dans le texte traduit. Alors le feuillet, ça c'est encore une autre question dont parlait Olivia également en montrant le graphique sur l'évolution du prix au feuillet. Alors plus que l'évolution du prix au feuillet, ce qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est la façon de calibrer le feuillet avec les éditeurs. Parce qu'un feuillet, à la base, c'était un feuillet dactylographié. Donc c'était un feuillet de 25 lignes 25 lignes de 60 signes, donc qui donnait un calibrage, mais quand il était plein, il faisait 1500 signes. Mais il n'est jamais plein, un feuillet, puisqu'il y a des retours à la ligne, il y a des retraits, il y a des blancs, il y a des espaces, etc. Donc, quand on ne pouvait pas le calculer informatiquement, on prenait le feuillet qui était donc le calibrage, et il avait un tarif. Quand l'informatique est arrivée, donc, parce que l'évolution de nos professions, l'évolution technologique influe également sur l'évolution de nos professions. Donc l'informatique, bon, est arrivée il y a longtemps, hein, certes, mais on a pu calibrer les feuillets avec Word, avec le comptage Word. Donc un calibrage de 1500 signes compte les espaces, mais ne compte pas les blancs. Donc du coup, on se retrouve avec une diminution automatique d'environ 40%, entre 15 et 40%, on va dire, selon le type de texte qui est plus ou moins aéré, s'il y a des dialogues, s'il n'y a pas de dialogue. Et le prix au feuillet, lui, n'a pas changé. Donc automatiquement, nous avons perdu entre 15 et 40% de nos rémunérations, rien que par le passage à l'informatique. Bon, certes, le passage à l'informatique nous a également permis de faire des recherches plus facilement, d'avoir des bases de données terminologiques. Donc, pour le travail lui-même, ça nous a permis de gagner du temps. Mais ça, c'est une question qui est toujours compliquée. Et chez les éditeurs, donc les anciens éditeurs, il y a des questions générationnelles aussi, savent ce que c'est que le feuillet dactylographié, donc ils comprennent la différence avec le feuillet informatique, pour lequel nous demandons souvent une revalorisation. C'est ça, c'est pour expliquer cette perte de revenus entre le calibrage
dactylographique et le calibrage informatique. Mais quand on a affaire à des jeunes éditeurs qui n'ont connu que l'informatique, il faut leur expliquer, faut faire un peu de pédagogie pour leur expliquer cette histoire de perte de revenus. Et donc, l'idéal serait, moi, je trouve, qu'on négocie directement au feuillet informatique à un prix supérieur. On va y arriver, je pense, à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, on est obligé de jongler entre voilà, le feuillet à l'ancienne et le feuillet, en tout cas le feuillet dactylographié et le feuillet informatique. Ces questions sont, voilà, elles sont aussi prises en compte au CNL qui fixe un prix au feuillet plancher pour accorder les bourses de traduction et les aides aux éditeurs pour la traduction. Donc, où il faut un prix au feuillet de 21 € pour un feuillet revalorisé de 15% si c'est de 15% au moins si c'est un feuillet informatique. Donc voilà, c'est des questions pour nous qui sont importantes en réalité, qui arrivent souvent, ces questions du prix au feuillet. Et d'avoir, dans le cadre de notre association, d'avoir un service juridique qui peut aider nos adhérents justement à comprendre ces questions d'une part, et d'autre part à les défendre auprès des éditeurs, ça permet vraiment de se professionnaliser, donc ensuite de mieux négocier directement nos contrats de gré à gré avec nos diffuseurs. Donc ça, c'était une première chose sur laquelle je voulais rebondir. Ensuite, donc je vous parlais du rapport Racine, des conclusions du rapport Racine, de la mission Racine et de notre enquête qui se rejoignait. Dans le rapport Racine, donc il y a eu des préconisations qui ont été faites également par rapport au constat qui a été fait sur la situation des auteurs. Bon, moi, pour l'instant, je parle de la partie diagnostic du rapport Racine, pas de la partie préconisation, hein. Donc, c'est pour ça que je dis la mission Racine, donc, qui montrait les mêmes choses qu'ont montré notre enquête. Donc, le rapport Racine, il a été divulgué en janvier 2020. Le Covid est arrivé à peu près à la même époque. Donc tout ça, c'est télescopé en réalité. Donc c'est pour ça aussi que tous ces sujets ont fait l'actualité et sont montés, tous ces sujets sur la condition des auteurs, parce que d'une part, il y avait le rapport Racine qui parlait de ça, d'autre part, il y a eu la crise Covid qui a mis en lumière et exacerbé un bon nombre de problèmes. Donc pendant le premier confinement, nous avions fait une première enquête auprès de nos adhérents. Bon, voilà, les questions se sont posées rapidement. Perte de revenus, on a eu des contrats qui ont été annulés, les sorties de livres qui étaient repoussées. Donc, comme nous, on vit de nos avaloirs, donc on signe un contrat, on touche un avaloir, une partie de notre avaloir, et on touche le reste de notre avaloir au moment où on rend la traduction, donc quand elle va sortir. Donc là, il y a eu avant qu'elle sorte, mais en tout cas, c'est lié au planning de la sortie du livre. Là, comme les livres eux-mêmes ont été repoussés, on a eu des annulations de contrats ou des reports de contrats, donc des reports de versement d'avaloir. Donc forcément, ça nous a baissé notre rémunération. Les questions se sont posées du fonds de solidarité auquel les auteurs qui n'avaient pas de numéro de SIRET ne pouvaient pas accéder. Donc, ont été mis en place les fonds sectoriels pour pallier à ça. Ensuite, il y a eu un formulaire qui a été mis en place pour les artistes-auteurs sans numéro de SIRET. Enfin bon, les choses se sont faites petit à petit dans l'urgence. Mais nous voulions justement avoir une idée de ce que ça a impliqué chez nos adhérents la crise. Donc, nous avions fait une première enquête pendant le confinement. Donc, c'était ça le visuel qui apparaissait tout à l'heure à l'écran, où donc on voyait que le confinement lui-même, avec la fermeture des librairies et les éditeurs qui avaient figé leur publication, nous impliquait un préjudice financier pour les traducteurs, également un préjudice
disons que nous, c'est un peu comme une queue de comète, le préjudice de la crise Covid, parce que comme les sorties de livres et les publications ont été figées à un moment, ensuite, quand les librairies ont rouvert, il y en a qui sont sortis, mais ça a été concentré sur sur les livres qui allaient se vendre. Donc, il y a quand même des livres qui sont. Et puis après, il y a tous les livres qui arrivent en même temps. Donc, du coup, les éditeurs ne peuvent pas tout sortir en même temps. Donc, tout ça est décalé dans le temps. Il y a eu également, comme il n'y a plus de foire internationale, bon, déjà, il y a plus de cession de droits. Donc, au niveau des traductions, ben, on va avoir moins de livres à traduire. Donc, je pense que pour nous, la crise va se prolonger en 2022 même. Ensuite, on verra, hein, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer par la suite. Également, le fait qu'il n'y ait plus de manifestations littéraires, ça nous empêche de faire nos réseaux, de rencontrer des éditeurs, donc de trouver des nouveaux contrats. Bon, enfin, bon, également au niveau des activités accessoires, mais c'est un petit peu moindre quand même. Les traducteurs, on fait moins de dédicaces que les auteurs, mais il nous arrive d'intervenir dans les manifestations littéraires, soit pour faire des ateliers de traduction, soit pour présenter nos métiers, soit pour ça m'est déjà arrivé de faire des dédicaces sur les traductions dans les salons du livre. Donc ça aussi, diminution de nos revenus. Donc ça, c'était la première enquête qui montrait ça. Et ensuite, nous avions fait... Voilà, nous sommes en train de dépasser allègrement le Bon, temps de parole. Donc, est-ce qu'on peut garder la suite pour tout à l'heure? Nous avons eu oui, plusieurs questions entre-temps. Donc, en fait, je pensais les poser maintenant, mais du coup, on va peut-être passer tout de suite à Rémi, juste pour boucler la partie présentation. Comme c'est des questions un peu techniques sur les points de détail, je pense qu'on reviendra dessus plutôt tout à l'heure. Voilà, puis on reviendra aussi sur la suite de ce que voulait dire Paola tout à l'heure. Et donc, je vais passer la parole à Rémi qui va représenter le point de vue institutionnel. Rémi? Bon, oui, merci Suzanne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rémi Gimazan. Compte tenu de la présentation des présentations qu'ont faites à la fois Olivia et Paola, je vais essayer en répondant le plus possible et de la façon la plus brève possible, puisque nous avons un petit peu dépassé le temps, essayer de rassembler mes réactions en 3 parties qui, j'espère, répondront à la fois à ce qu'a pu dire Olivia et à ce qu'a pu dire Paola. Ces 3 parties, c'est d'abord le point de vue que le ministère, ou en tout cas, l'entité dans laquelle je travaille au sein du ministère, qui s'occupe de la politique du livre, regarde peut-être les traducteurs en tant que tels, en tant que catégorie particulière des auteurs du livre. Je peux réagir aussi, parce que énormément de problématiques qui agitent, ça a été dit, les traducteurs, sont des problématiques générales aux auteurs. Les relations, aux cessionnaires notamment, ne sont pas nécessairement, particulières aux traducteurs. Donc je peux peut-être évoquer le regard que porte le ministère et l'action qu'a le ministère dans, en général, les questions qui regardent spécifiquement les auteurs du secteur du livre. Et puis plus largement, et c'est important et c'est quelque chose qui est en train de beaucoup évoluer au ministère de la Culture, l'action que le ministère porte plus généralement à l'ensemble de la population, de ce que le code de la propriété intellectuelle appelle les auteurs en général, tous les créateurs de toutes les œuvres de l'esprit, ce que le code de la sécurité sociale appelle, un peu en jargonnant, les artistes-auteurs, mais dorénavant ce verbiage du code de la sécurité sociale a contaminé les esprits d'abord du monde du livre et puis de la presse en général, puisque je vois que l'article du Monde qui est consacré à cette question la semaine dernière reprend cette terminologie très technique d'artiste-auteur, enfin les créateurs. Alors sur les traducteurs, la politique du livre, depuis longtemps, a un regard particulier et en France, il y a une politique véritablement affirmée en direction des traducteurs. On peut faire remonter cela peut-être à plus longtemps, mais au moins au fait qu'un des grands directeurs du livre, est président du Centre national du livre, donc la personne qui s'occupait à la fois de la politique, au ministère et également de présider l'établissement public qui accompagne le secteur, était lui-même un traducteur. Jean Gattegno était un traducteur et la politique qui a été conduite par Jean Gattegno a consisté à mettre au Centre national du livre des dispositifs, des mécanismes d'aide assez avancés en direction de la traduction, contrairement
à beaucoup d'autres pays. Non seulement nous accompagnons les traductions des œuvres françaises vers d'autres langues, ce que beaucoup de pays font par un souci de rayonnement, mais nous accompagnons également, nous soutenons, et ça c'est beaucoup plus original par rapport aux politiques culturelles d'autres pays, nous soutenons également la traduction des œuvres étrangères dans notre propre littérature, à travers les traducteurs. Et au-delà des mécanismes d'aide, le ministère de la Culture français est très, très attaché à la reconnaissance du traducteur comme un auteur à part entière. Paola évoquait tout à l'heure la difficulté que peuvent rencontrer certains traducteurs à faire reconnaître des choses aussi évidentes que le droit moral, le droit d'avoir son nom sur son œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est très affirmé en France et il y a un regard vraiment particulier sur les traducteurs en ce sens-là. Euh, les traducteurs en tant qu'objet de la politique culturelle, c'est quelque chose qui a également été revitalisé de façon plus récente dans cette mandature, la mandature dans laquelle nous sommes. La France a été l'invité d'honneur de la foire du livre de Francfort, qui est la plus grande foire du livre au monde, hein, une foire à la fois professionnelle et grand public. Elle a été l'invité d'honneur de cette immense foire en 2017. Le président de la République s'est déplacé et a prononcé à cette occasion un discours dans lequel la traduction et les traducteurs avaient une place éminente. Et un certain nombre d'actions de politique publique ont été initiées euh, dans cette mandature à un échelon européen qui aujourd'hui n'a pas une grande visibilité sur la place publique des politiques nationales, mais il y a une action très forte qui est conduite aujourd'hui à l'échelon européen pour essayer d'améliorer tous les systèmes, à la fois nationaux des différents pays de l'Europe, mais également les systèmes directement pilotés par l'Union européenne, par la Commission, d'aide, pour que ces systèmes soient beaucoup plus efficaces à la fois dans le soutien à la traduction des œuvres, bien sûr, mais surtout à la dissémination, à la meilleure connaissance, à la meilleure diffusion dans tous les pays de l'Union des œuvres traduites. Parce que la critique qu'on peut peut-être faire des systèmes qui existaient jusqu'à présent, c'est que certes, il y avait des aides à la traduction, on payait, en réalité, on subventionnait l'acte même des traductions, le travail généré par les traductions, mais on ne mettait peut-être pas suffisamment d'efforts sur tous les mécanismes, tout le soutien qu'on doit faire au fait que les nations, les différentes nations, les différents lectorats doivent connaître un petit peu mieux, se familiariser avec les œuvres des différentes nations de l'Union. Et ça a un intérêt, certes, de diffusion culturelle, mais ça a aussi un intérêt de construction d'une conscience commune européenne. Donc c'est vraiment un point sur lequel il y a une action en ce moment qui est conduite. La France préside un groupe de travail qui réfléchit à ces problématiques-là des États membres de l'Union européenne. Et ça vient un petit peu de cette impulsion de 2017. Et enfin, et je ne m'étends pas là-dessus, les traducteurs, on a également un regard particulier sur eux du fait des conséquences spécifiques qu'ils peuvent vivre de la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Paola l'a présenté, a présenté les résultats de son enquête. C'est vrai que les traducteurs ont des modalités de rémunération qui ne sont pas celles de tout le monde, de tous les types d'auteurs et par ailleurs, Paola l'a dit, les traductions sont peut-être des genres éditoriaux. Et c'est peut-être, enfin, la traduction n'est pas un genre éditorial en tant que tel, mais les livres traduits sont peut-être les publications qui risquent, en débordant peut-être le temps de l'immédiate crise, pâtir en réalité de ce qui est en train de se passer parce que l'attrition des sessions à un échelon international liées à l'annulation de toutes les grandes foires, de toutes les grandes occasions qu'ont les éditeurs de se vendre entre eux les droits sur les livres est quelque chose qui pourra avoir des conséquences et sur lequel nous sommes particulièrement attentifs, comme nous allons essayer de faire en sorte que dès que les conditions sanitaires le permettront, le plus possible d'éditeurs puissent de nouveau entrer en contact avec leurs confrères à l'international pour pouvoir de nouveau faire ces transactions salutaires à la circulation des œuvres. Voilà pour les traducteurs. Ensuite, du côté plus généralement des auteurs du secteur du livre, c'est vrai qu'au-delà des spécificités des traducteurs, nous sommes particulièrement investis au sein de l'administration en charge du livre du ministère pour l'accompagnement de la mise à jour des règles qui encadrent cette relation avec les cessionnaires, avec les éditeurs du secteur du livre. Et il y a eu
dans les années, enfin, à partir du début des années 2010, une série de discussions qui ont été conduites sous l'égide du ministère de la Culture, avec le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, et puis directement avec le service du livre et de la lecture, des discussions entre les représentants des auteurs et les représentants des éditeurs, pour essayer de moderniser, de rendre plus juste, plus équilibré, plus saine, plus lisible les règles qui encadrent le contrat d'édition. Et ça, ce sont ces discussions qui ont duré très longtemps, qui ont conduit à la réforme de 2014 des règles spécifiques au contrat d'édition pour le secteur du livre, qui se sont incarnées ensuite dans un accord interprofessionnel que le ministère de la Culture, la ministre de la Culture, a étendu à tout le secteur du livre. Donc il y a eu un gros travail conjoint, hein, entre les auteurs, les éditeurs et le ministère, pour essayer de construire des règles qui répondent un petit peu mieux à des soucis de transparence, à des soucis de régularité de règlement des comptes, des règles aussi qui donnent aux auteurs des voies pour agir lorsque les règles ne sont pas respectées, qui sont des voies qui ne sont pas hors de portée. Jusqu'alors, quand on voulait faire respecter le droit, il fallait aller devant un juge, ce qui est souvent très compliqué quand même pour un auteur, à la fois pour des raisons pécuniaires, mais aussi pour des raisons psychologiques. Là, les règles sont devenues beaucoup plus simples dans beaucoup de cas, lorsque la partie contractante éditeur ne respecte pas ce qu'il doit au regard du droit, c'est par un simple recommandé que l'auteur a maintenant la faculté de résilier purement et simplement le contrat, même si c'est le but de personne de résilier un contrat. Les règles. Par ailleurs, sur les auteurs en général, et ça fait écho là à la présentation de l'excellent travail qu'a pu faire Olivia autour des traducteurs, on a conduit en 2016 quelque chose de tout à fait inédit, qui est une étude de grande ampleur sur la situation économique et sociale des auteurs du secteur du livre en général. C'était la première fois qu'on faisait ce travail-là de façon aussi exhaustive, parce qu'on parlait tout à l'heure des affiliés et des assujettis. On connaissait peu ou prou la population des affiliés, c'est-à-dire les gens qui devaient, du fait de leur niveau de revenu, s'affilier à la GESA à l'époque où le système existait. Mais il y avait une partie immergée de l'iceberg qui était les assujettis, une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes dont on ne savait rien du tout. Et c'est la première fois qu'on a pu faire une photographie de l'ensemble des personnes qui tiraient des revenus de leur activité, de leur qualité d'auteurs de livres, et en incluant des personnes qui avaient des revenus même résiduels pour la contribution à une préface. Mais en tout, cela faisait, à l'époque où on a fait l'étude, mais les chiffres n'ont pas beaucoup changé, à peu près 100 000 personnes qui, chaque année, tirent des revenus de leur activité d'auteur de livres. Et on a conduit cette étude en 2016 qui, d'une part, regarde cette photographie de ces 100 000 personnes, qui a permis d'avoir des enseignements extrêmement intéressants sur, on parlait de pluriactivité, d'éléments comme ça, des éléments aussi qui peuvent être parfois des éléments sectoriels. Enfin, on a étudié les sous-catégories, on a des enseignements sur les traducteurs, sur les auteurs des différents genres également. Et en même temps, on a, la même année, enfin en complément de cette étude, on a également fait pour la première fois un travail avec l'aide de notre département statistique, un travail longitudinal, diachronique, comme disent les savants, qui a consisté à regarder sur le temps long l'évolution des revenus des auteurs affiliés cette fois, du happy few entre guillemets, ou de la partie qu'on considérait comme la plus professionnalisée, là aussi entre guillemets, des auteurs, ceux dont les revenus dépassaient un certain seuil chaque année. Et on a essayé de suivre cette population sur 40 ans, et de voir un petit peu l'évolution de leurs revenus. Et les enseignements de ce suivi, ça a été que, alors c'est beaucoup moins spectaculaire que le graphique qu'a montré Olivia tout à l'heure. On n'observe pas de façon générale et moyenne, chez les auteurs du secteur du livre, une décroissance des revenus aussi caractérisés. Au contraire, les revenus pendant la première partie de la période ont plutôt tendance à être stables ou à augmenter un tout petit peu. C'est vraiment à la toute fin de la période qu'on a étudiée qu'on constate une diminution des revenus. Mais en revanche, ce qu'on a constaté, et ça répond à ce que disait Paola sur les problématiques générationnelles, ce qu'on a constaté, c'est que génération après génération, chaque auteur qui, entre guillemets, entre dans la carrière, a devant lui des perspectives qui sont de moins en moins riantes en termes de progression au fil des années.
C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé d'écrire dans les années 1970, on peut se retrouver 20 ans après le début de sa «carrière» entre guillemets, avec des revenus qui ont artistiques, hein, des revenus artistiques qui ont significativement progressé 20 ans après. Lorsqu'on commence dans les années 80, cette progression, elle est moindre. Et à mesure que les générations avancent, ce qu'a montré cette étude, c'est qu'effectivement, il y avait de moins en moins de progression possible pour les revenus artistiques. Et enfin, peut-être la grande conclusion de cette étude de 2016, qui fait écho à un débat aujourd'hui qui est interne au secteur du livre, c'est qu'il y a un lien en fait entre ces évolutions qui affectent la rémunération artistique et je pense que c'est une idée qui est aujourd'hui partagée, hein, au sein du secteur du livre et un phénomène qu'on appelle peut-être improprement la surproduction ou la surpublication, c'est-à-dire le phénomène suivant lequel, le chiffre d'affaires en général, de l'édition a un peu augmenté. Aujourd'hui, il a pu baisser tendanciellement, mais que dans le même temps où ces évolutions n'étaient pas si significatives du côté du chiffre d'affaires général, le nombre de nouveaux titres publiés chaque année, lui, croissait, croissait, croissait et continuait de croître. Et bon, c'est un calcul mathématique tout simple, plus de titres sur le marché, un chiffre d'affaires identique, donc une rémunération moindre par titre. Et donc le sentiment qui a été repris dans l'analyse qui est faite dans le rapport de Bruno Racine, qui de toute façon se nourrit, hein, de ces études antérieures du ministère. Mais ce sentiment de précarisation, ce sentiment de succès moindre par œuvre créée, en réalité, que les auteurs peuvent avoir. Et enfin, je vais essayer d'aller vite, pardon, j'ai l'impression que je suis en train de dépasser le temps qui Oui, m'est un peu plus imparti. de 2 minutes, Rémi, oui. Allez, donc enfin peut-être troisième approche, cette approche autour de la population des créateurs en général, des artistes auteurs. Cette approche-là, c'est vrai qu'elle n'était pas, le ministère est avant pour avoir ce regard. C'est-à-dire que les gens qui s'occupaient de la politique du livre s'intéressaient aux problématiques sociales et fiscales des auteurs parce que les organisations d'auteurs du secteur du livre nous en parlaient, mais c'était des problématiques qui affectaient tout autant, même si c'était de manière différente, d'autres catégories de créateurs, les plasticiens, les auteurs de l'audiovisuel, les auteurs de musique, tous les créateurs en réalité étaient affectés, pas forcément de la même manière, mais étaient affectés par des règles générales qui s'imposaient à eux et qui étaient les règles sociales et fiscales. Et là-dessus, le ministère, a fait le choix et ça fait partie du programme de travail, hein, que la ministre a rendu public en fin de semaine dernière. Le ministère a choisi de s'organiser de façon à être plus fort et plus centralisé dans la réflexion autour de ces règles qui affectent tout le monde au même moment. Il faut que le ministère se dote d'une intelligence par rapport à ces règles-là, d'une capacité à pouvoir converser avec les autres ministères en charge de ces affaires, parce que le ministère de la Culture n'est pas celui qui fait le droit social. Et il faut donc qu'il y ait un dialogue cohérent et fort avec le ministère en charge des affaires sociales de façon à pouvoir structurer et faire reconnaître les intérêts des auteurs et les problèmes quand il y en a. Et là, c'est vrai, Paola l'a dit, il y en a des problèmes autour de cette réforme de transfert du recouvrement. Donc il y a une organisation du ministère qui a été mise en place pour répondre un petit peu à tout cela. Voilà, j'aurais voulu dire 1000 autres choses sans doute parce que les sujets sont nombreux, mais bon, je mesure bien que j'ai déjà Oui, nous parlé n'avons pas un le temps de petit peu parler au longtemps. micro, malheureusement. D'accord, bah, merci beaucoup, Rémi. Voilà, donc je vais me faire écho des questions que nous avons reçues par la fonction questions-réponses. Il y en a plusieurs, dont certaines nécessitent une réponse suffiront d'une réponse rapide, je pense, et il y en a d'autres qui lancent vraiment de vastes débats. Donc, on va essayer de garder tout ça un peu dans un temps relativement limité. Puis après, je vais ouvrir la parole à la salle par la fonction lever la main que vous avez en bas de l'écran. Donc, les deux premières questions, normalement, c'est vraiment une réponse très rapide. Donc, je vais citer les noms des personnes qui ont posé les questions. Suzy Borello demande, est-ce qu'elle peut se faire rembourser pour la taxe foncière entreprise qu'elle a déjà payée? C'est peut-être pour une question pour Paola. Oui, non, je pense pas, honnêtement. Enfin, je sais pas, faut essayer, mais à mon avis, une fois que c'est Ça fait, paraît c'est fait. compliqué. Ouais, ça paraît compliqué. Je ne sais pas, honnêtement.
D'accord. On va Ça voir dépend avec si c'est celle de cette année, celle de cette, si la personne qui pose la question parle de celle de cette année, si, je pense que ça serait possible, mais des années antérieures, non. oui, ah, bah, Claudine, dans le chat, dit qu'elle, elle a été remboursée. Donc, a priori, D'accord. c'est faisable. Donc, il faut aller taquiner le fisc. Lucie Mode demande, est-ce qu'elle peut être dispensée de la CFE? Elle n'a obtenu qu'un dégrèvement. Là aussi, c'est le Oui, fiscalité. alors, c'est-à-dire qu'il faudrait que je connaisse sa situation peut-être plus précise. J'imagine qu'elle a un numéro de SIRET avec et un compte d'artiste-auteur et un compte d'auto-entrepreneur. Donc, si les activités artistiques sont supérieures, parce que tout dépend en fait de là où on tire la majorité de ses revenus. Si elle tire la majorité de ses revenus des revenus artistiques, oui, elle peut s'en faire dispenser. D'accord. Donc, peut-être pour les cas très, très précis comme ça, pour les cas très particuliers, vous pouvez mais il faut aller voir, il faut aller au service des impôts et leur montrer les documents qu'on trouve sur le site impôts.gouv, hein, qui explique qui est dispensé de la CFE. D'accord, très bien. OK. Après, on aborde des questions un peu plus larges. Donc, Florian qui souhaite savoir quid du développement des œuvres nées en régime numérique. Est-ce qu'on maintient le feuillet? Est-ce qu'on va pas vers une baisse de rémunération avec le numérique? Alors, c'est quoi exactement la question? Parce que j'imagine que ça Bah, parle de est-ce que traduction, mais si on ne signe qu'un contrat numérique, oui. c'est ça la question? Alors, si normalement, il doit y avoir des pourcentages, bon alors, ce que j'ai pas réussi à finir d'expliquer tout à l'heure aussi, c'est que nous, dans les rémunérations des traducteurs, donc on a nos avaloirs. Ensuite, ils sont assortis d'une rémunération proportionnelle, mais dans la réalité des faits, on la touche jamais, on la touche rarement. Il faut que le livre fasse un best-seller, il faut qu'il se vende à vraiment beaucoup d'exemplaires pour qu'on commence à toucher les rémunérations proportionnelles. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs la TLF porte avec le CPE l'idée dans ce qui sont les négociations qui s'annoncent sur le partage de la valeur avec le syndicat national de l'édition, d'avoir un minimum garanti qui serait l'équivalent de notre avaloir et des droits proportionnels dès le premier exemplaire vendu pour qu'on puisse être associé également au succès de nos œuvres. Alors, dans le cas du numérique, surtout que pour l'instant, les ventes numériques sont moindres que les ventes papier, en tout cas en France. Bon, on peut espérer qu'à cause du confinement et à cause de la crise Covid, le numérique va se développer. J'imagine le livre audio aussi, que donc il y aura peut-être davantage de perspectives de toucher des rémunérations avec le numérique. Mais normalement, quand on signe un contrat numérique, il doit se passer de la même façon que pour un contrat papier. On doit demander un avaloir pour notre travail de traduction, en tout cas qui est une sorte de contrat de commande, même si pour l'instant c'est un avaloir, et des droits proportionnels sur les ventes numériques qu'on peut raisonnablement demander au moins 2 fois plus élevés que sur les droits papier parce que les coûts pour l'éditeur sont moindres. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Florian va nous faire signe aussi certainement dans le chat. Après, j'ai 2 questions de Claudine que je vais regrouper, puis une question de Jeanne. Donc, Jeanne qui demande si une rémunération au mot, comme ça se fait en traduction technique, serait pas plus pertinente. Alors ça peut se faire, effectivement, ça peut se faire. Je sais que dans les pays anglo-saxons, en tout cas, quand on signe, moi ça m'arrive quelquefois de signer des contrats de copyright avec des éditeurs américains directement, et effectivement la rémunération se calcule au mot. Mais peu importe, je dirais, quel est l'étalon pour calibrer le volume du texte pour lequel on doit être rémunéré. Donc, que ça soit au mot. En réalité, si on prend un feuillet, enfin, pas un feuillet, une tranche informatique 1500 signes, on sait qu'il y a 250 mots dedans. Donc, on peut le transformer en tarif au mot, enfin, en moyenne. Mais moi, je calcule comme ça, en tout cas. On peut le transformer au tarif au mot, on peut le transformer au tarif à la tranche informatique, au feuillet calibré traditionnel. Le tout étant de savoir quelles sont les équivalences et de se faire rémunérer correctement pour son travail. Il y a également le problème, est-ce qu'on doit être rémunéré au texte source ou au texte cible? Selon les langues, il y a un taux de foisonnement qui est différent
Donc, par exemple, en anglais, un texte en anglais, on va foisonner de peut-être 20%, entre 15 et 20%, quelquefois même davantage en français. Donc, quand on calcule son prix, voilà, si on calcule au texte source, bah, il faut calculer le taux de foisonnement. Donc, je pense que tous les modes de calcul sont possibles en réalité, tant qu'on arrive à créer des équivalences et à savoir à quoi ça correspond. Alors là, traditionnellement, c'est le feuillet, mais effectivement, ça peut changer. Moi, je peux vous dire que personnellement, ça m'arrive de facturer, enfin en tout cas de calculer ma rémunération au mot source, avec les Américains notamment. Je fais ça parce que je travaille pour un éditeur américain direct. Donc, je lui donne un prix au mot du texte source que j'augmente avec le taux de foisonnement. Et voilà, hein. Et puis ensuite, on voit si le taux de foisonnement n'a pas atteint ce que j'ai. Voilà, je recalcule finalement combien ça fait. Mais oui, c'est possible. Oui, Et j'allais juste dire, j'arrive même ça comme ça dépend à des beaucoup prix des au langues feuillet de travail, supérieurs. parce que si vous travaillez avec une langue agglutinante, vous n'avez pas vraiment intérêt à travailler au mot. Oui. Non, mais c'est vrai, tout dépend. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut calculer comme on veut, Il mais y a qu'en des économies. réalité, il faut être capable d'évaluer le mode de calcul par rapport à ce que ça donne comme rémunération. On peut aussi bien se faire payer au temps passé, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément, pour l'instant, on ne fait pas Pas comme dans les ça. pratiques Voilà. pour Et l'instant. moi, je peux vous dire qu'en facturant au mot les éditeurs américains, j'arrive à des tarifs au feuillet plus importants. Bah, ça, c'est bon à savoir. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, on finit avec, pour cette partie, deux questions de Claudine. Donc, deux questions qui sont toutes les deux propices à ouvrir de vastes débats, j'ai l'impression. Donc, premièrement, est-ce qu'on enterre le rapport Racine? Et deuxièmement, quid de l'enseignement de l'allemand? Est-ce qu'on va avoir des traducteurs de l'allemand à l'avenir? Alors, je peux peut-être commencer quand même à répondre, parce que justement, ça, c'est une question voilà, brûlante. Est-ce qu'on enterre le rapport Racine? Vu que, comme disait Rémi tout à l'heure, on a eu les annonces de la ministre Roselyne Bachelot nous ont été présentées à toutes les organisations d'auteurs vendredi après-midi. Donc, on a eu une longue réunion où tout ça nous a été exposé. On voit que c'est accueilli différemment selon les organisations. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de questions dans le rapport. Disons que ce sont les réponses au rapport Racine qui nous ont été présentées. Il y avait 20 dans le rapport Racine. Roselyne Bachelot a annoncé 15 mesures, donc forcément, il n'y a pas les 23. Il y en a qui correspondent à ce qu'attendaient les auteurs, notamment, bon, alors qui n'étaient même pas dans le rapport Racine, puisque c'est le prolongement du fonds de solidarité, et des aides d'urgence qui vont être accordées, et des aides, un soutien accru aux auteurs pour pallier justement les problèmes de rémunération dus à la crise. Donc ça, ce sont des mesures qui n'étaient pas dans les préconisations du rapport Racine. Il y avait dans le rapport Racine notamment la question des élections professionnelles qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur les réseaux sociaux, qui n'a pas été tranchée pour l'instant, parce que toutes ces réponses que nous a fait le cabinet de Roselyne Bachelot hier, justement les réponses au rapport Racine, elles découlent d'un long cycle de concertation que nous avons eu. Enfin, moi, depuis que je suis présidente en juin, j'ai au moins 3 réunions par semaine de concertation, soit au ministère de la Culture, soit avec d'autres organisations, soit enfin, avec différentes institutions. Donc, il y a eu également la mission Sirinelli qui s'est posé la question sur le contrat de commande. Enfin, en tout cas, toutes les questions qui étaient soulevées dans le rapport Racine ont donné. Il y a eu aussi l'enquête flash de la commission culturelle de l'Assemblée nationale qui a interrogé toutes les organisations d'auteurs. Donc, on a été interrogés, on a été auditionné sur beaucoup de sujets justement propres à ce rapport Racine. Il y a eu des concertations générales où toutes les organisations étaient entre elles, où on voit qu'il y a effectivement quelques questions transversales dont parlait Rémi, qui sont les questions sociales, les questions fiscales, où on arrive grosso modo, en tout cas les questions sociales, tout le monde est d'accord, ça c'est sûr. Les questions fiscales, déjà un petit peu moins. Après, les questions de la représentativité, on a eu plusieurs réunions au ministère de la Culture, à la DGCA, entre organisations
qui nous posait des questions sur comment on voyait les choses, qui serait le corps électoral, pour qui on voterait, quelles seraient les organisations qui représenteraient les auteurs. Et honnêtement, il y a beaucoup de divisions au sein des organisations d'auteurs qui déjà ne voient pas la chose de la même façon, qui se tirent dans les pattes. On peut dire que quelquefois, il y a des espèces de guerres, on ne sait pas trop ni pourquoi ni comment entre différentes organisations. Donc le sujet n'est pas serein, on va dire, pour l'instant. Et je pense que le ministère a jugé que, à cause de ces divisions, le sujet n'était pas mûr. Donc, il y aura une enquête de représentativité qui va nommer les personnes qui vont, en tout cas les organisations, les membres, les représentants, membres des organisations qui vont siéger au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale pendant 2 ans. Donc, tout ça est reporté à dans 2 ans. Voilà, les sujets ne sont pas encore assez discutés. Alors, moi, personnellement, et l'ATLF, la position de l'ATLF, c'est on est quand même assez satisfait de ce cycle de concertation et des réponses qu'a apporté le gouvernement. On trouve en tout cas que tout le monde a été écouté, honnêtement, longuement. Tout le monde a été auditionné sur différents sujets, a pu donner son sentiment. Et il y a vraiment beaucoup d'organisations différentes qui ont été questionnées. Bon, il y a des dissensions, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de sujets. J'ai l'impression que le gouvernement a répondu sur les questions auxquelles il y avait le plus d'unanimité, sur lesquelles il y avait déjà urgence à cause de la crise, un peu plus d'unanimité au sein des organisations d'auteurs, mais les autres questions il faut encore travailler dessus. Voilà, c'est une première étape. Alors, la question la plus importante, moi, je trouve, et qui va se faire dans les mois qui viennent, c'est la question du partage de la valeur, justement pour pallier à ce sentiment de précarisation que ressentent les artistes-auteurs, les traducteurs, toutes les professions de la création. Dans les mesures annoncées par Roselyne Bachelot, il est question de négociations sectorielles qui vont être encadrées, j'espère, par le gouvernement. Arnaud Hollande nous avait assuré que oui, le gouvernement allait jouer son rôle dans cette fonction d'encadrement. Donc, voilà, les négociations vont commencer, vont être ouvertes. Alors, c'est un sujet compliqué, hein, le partage de la valeur. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, où nous, la position qu'on défend, c'est celle d'un minimum garanti non remboursable, non amortissable, pour pouvoir toucher, d'une part, la rémunération du travail de création, d'autre part, être associé au succès de l'exploitation de son œuvre. Pour nous, les traducteurs, ça voudrait dire qu'on toucherait des droits proportionnels dès le premier exemplaire vendu, sans avoir à amortir notre avaloir. Ça nous changerait la vie, honnêtement. Donc, c'est quelque chose qu'on a envie de porter et de défendre. C'est une idée quand même qui fait son chemin. Bon, pour l'instant, Vincent Montagne, président du SNE, a répondu non à la dernière table ronde à laquelle j'ai assisté sur du baromètre des relations éditeurs-auteurs. Mais comme voilà, on ne va pas lâcher l'affaire, on va revenir à la charge sur ça. Moi j'y crois assez. Je pense que c'est quelque chose qu'on va arriver à obtenir, pas du jour au lendemain, parce que tout ça, on voit bien que c'est assez long, c'est un temps long, qu'il faut se concerter avec beaucoup de monde, il faut que les auteurs et les organisations d'auteurs arrivent à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. C'est compliqué, il faut bien dire, et que cette division justement des organisations d'auteurs, à mon avis, participe au fait qu'on ne peut pas avancer vite. Donc voilà ce que j'en pense en tout cas. Et le rapport Racine n'est pas enterré pour moi, il continue. Il vit encore. D'accord. Et pour l'allemand, est-ce que, Paola, tu as envie ou est-ce que les autres participants souhaitent dire quelque chose sur la situation de l'allemand, de la diversité linguistique? Je ne sais pas si Rémi veut dire quelque chose, mais ou pas. Oui, je vais peut-être dire un petit mot, même si je ne suis pas un spécialiste de cette problématique-là en réponse à cette question. Mais c'est vrai que j'évoquais tout à l'heure cette invitation d'honneur qui a été faite à la foire du livre de Francfort. Et à l'époque, au plus haut niveau de l'État, il y a eu cette question où on est à la fois. Qu'en est-il de la qualité des traductions
de l'allemand vers le français aujourd'hui. Ça a été un débat, et peut-être qu'un certain nombre de personnes qui sont en train de regarder cette table ronde ont été dans les boucles de mail à l'époque, en 2017, autour de la polémique qui a pu naître de l'idée suivant laquelle on aurait des piètres traducteurs de l'allemand. Mais au-delà de ça, au-delà de cette mini-crise dans un petit cercle, il y a eu à l'époque quand même la nécessité d'organiser une réflexion autour des perspectives de moyen terme de la circulation des œuvres allemandes en France, et au-delà de ça, donc, et c'est vrai que le rapport est tout à fait pertinent entre les deux, de l'évolution de l'enseignement de l'allemand en France, parce que l'un sans doute ne va pas sans l'autre si on n'a pas, si on ne continue pas à avoir des jeunes qui apprennent la langue et la civilisation allemande. On aura du mal à pouvoir perpétuer le passage entre les deux langues. Donc il y a une réflexion globale qui a été conduite un peu rassérénée quelques mois après cette polémique-là, qui a pu associer aussi le ministère de l'Éducation, l'ensemble en réalité des administrations qui pouvaient être intéressées par cette problématique un petit peu largement, le Goethe-Institut. Et, aujourd'hui, bon, là encore, c'est pas quelque chose qu'on peut régler d'un coup de baguette magique, ce sont des évolutions voilà, pluriannuelles, mais il y a une conscience quand même qu'il y a quelque chose à faire. Nous, de notre côté, ministère de la Culture, parce que c'est une affaire qui regarde, vous en doutez bien, avant tout le ministère de l'Éducation. Ministère de la Culture, ce qu'on se dit, ce à quoi on réfléchit, c'est d'essayer de faire vivre, en tout cas, le goût et l'attirance que l'ensemble des Français peuvent avoir pour la culture allemande à travers sa littérature. Voilà. Moi, dans ma politique du livre, ce dont je m'occupe, c'est un petit peu ça. Donc la réflexion qu'on a en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut populariser un petit peu davantage peut-être la production intellectuelle, littéraire et de sciences humaines contemporaines allemandes, de façon traduite, hein, mais par cette voie-là peut-être, faire passer, faire instiller, semer des graines chez nos concitoyens qui feront que le goût de l'allemand et de l'Allemagne pourra grandir, croître et donner lieu à des vocations, des gens qui pourront avoir le désir, ou d'enfants, de jeunes qui pourront avoir le désir d'aller vers cette langue-là. Voilà ma réponse. Alors, Et Paola? si je peux ajouter, voilà, ben justement, cette réflexion, on est au courant qu'elle existe au ministère de la Culture. On y a été associé, on y est associé, je crois, à Atlas aussi, d'autres organisations. Mais c'est comme dit Rémi, voilà, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui est quand même de longue haleine. Et l'idée serait de rendre. Enfin, de ce que j'ai compris, moi, en tout cas, l'idée centrale était de rendre la littérature germanophone, pas uniquement allemande d'ailleurs, plus sexy, en tout cas, parce que c'est vrai que les auteurs germanophones qu'on connaît, c'est de la littérature, c'est de la littérature. Oui, on en connaît pas. Si on ne parle pas allemand, si on n'a pas fait de l'allemand à l'école, et que déjà il n'y a pas beaucoup effectivement d'élèves qui font de l'allemand à l'école, on connaît peu d'auteurs germanophones, on connaît Thomas Mann, enfin on connaît des classiques, alors qu'il y a des littératures très intéressantes justement dans les littératures modernes, germanophones, il y a dans le théâtre, dans les sciences humaines. Donc l'idée était de faire connaître davantage de littérature germanophone et des littératures plus susceptibles de séduire des jeunes publics. Voilà. Tout à fait. Donc Merci on beaucoup pour cherche des idées pour faire ça. Voilà. ces interventions. Il y a Claudine qui suggère que la télé peut jouer un rôle aussi. Oui. Je pense au ministère de la Culture, vous avez des leviers de ce côté-là. En tout cas, nous avons deux dernières questions que je pose rapidement et auxquelles je vais répondre moi-même. Donc, nous avons Elsa et Florian qui souhaitent des conseils pour des débutants. Franchement, le mieux, c'est d'adhérer à la TLF avec le statut de stagiaire. Et là, vous aurez tout l'espace de parole qu'il vous faut qui vont venir dans les réunions, venir dans tout ce qu'on organise et vous faire connaître. Ça aide beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. OK. Vous pourrez être sur une liste de discussion, vous pourrez poser des sur la questions liste, à tout un tas de oui, traducteurs vous professionnels. faire connaître, Voilà. vraiment, ça aide beaucoup. Mais juste, je précise, même si vous n'êtes pas adhérent de la TLF, vous pouvez interroger le service juridique de la TLF si vous vous posez des questions.
Voilà. D'accord. Dans ce cas-là, je vais vous ouvrir le débat à la salle. Donc, si vous voulez faire des interventions de vive voix, vous pouvez vous manifester en levant la main. Vous avez la petite touche en bas de l'écran. Si vous voulez soit rebondir sur ce que nos participants ont dit, si vous souhaitez des précisions, des prolongements, c'est l'occasion, profitez-en. Je prendrai par ordre de manifestez-vous en bas et je prendrai dans l'ordre des gens qui se manifestent. Pas forcément ça. Voilà, vous êtes 115 à nous suivre actuellement. N'hésitez pas. Bon. Silence règne. Vous avez, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions plus précises, j'ai l'impression d'avoir un peu coupé Rémi dans son élan. Vous vouliez peut-être apporter des précisions supplémentaires. Il y avait des choses que vous vouliez dire que vous n'avez pas pu dire. Oui, mais voilà, mais maintenant j'ai été coupé dans mon élan, donc j'ai oublié tout ce que je voulais dire. Je réponds juste à Florian qui demande la différence ATLF-SFT. L'ATLF, Florian, c'est côté littéraire. SFT, c'est plus côté traduction technique. Bon, rien ne vous empêche d'adhérer aux deux, bien évidemment. Ah, il y a une personne qui a levé la main. Je ne vois pas qui c'est. Je lui ai donné la parole. Je lui ai donné la parole. Attendez, un petit souci technique. C'est peut-être Isabelle Rourolich, parce que je vois Ah, je ne le vois pas. ce nom qui s'affiche. Isabelle. Je vois qu'il y a une Isabelle Isabelle qui a levé la main. Donc Isabelle, si vous avez la parole, il suffit d'activer votre micro et vous pouvez parler. Eh oui. Ah. On n'entend pas. Bon, si j'étais présente speakerine, je dirais ce sont les aléas du direct. Tout à fait. C'est plutôt à moi de dire ça. Isabelle, on ne vous entend pas. On voit que vous avez levé la main, mais on ne vous entend pas. Donc, soit vous pouvez passer par le chat, soit essayer de relever la main. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ah, les participants n'ont pas d'onglet micro, apparemment. Isabelle, votre micro serait ouvert. Essayez de parler, on va voir si on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. entend. Ah, pardon, ça fait un moment que mon micro était ouvert, mais j'ignorais que je pouvais parler comme de cette façon. Excusez-moi. Allez-y. Je suis traductrice pour l'édition depuis plusieurs années, et traductrice en général depuis 20 ans. Et je vis en Espagne depuis peu. Alors, j'ai bénéficié une fois, juste au début de la période de confinement, d'une aide via l'ATLF de la Société des gens de lettres. Et je voulais savoir, en fait, maintenant, s'il y avait persistance de mes droits, parce que bien, je suis vraiment au niveau résidence, je suis à cheval entre la France et l'Espagne. Est-ce que vous êtes résidente fiscale en France ou en Espagne? Alors, en fait, oui, c'est ça. Je vais devenir résidente fiscale en Espagne. Je vais être obligée parce qu'à cause du confinement, je n'ai pas pu rentrer suffisamment en France. Mais pour l'instant, vous êtes encore résidente fiscale en France? Alors, oui. En tout cas, pour vos revenus 2019-2020, vous étiez résidente fiscale en France. Oui. Et est-ce que vous avez adhéré à l'URSSAF Limousin? Est-ce que vous avez créé Non, je n'ai pas adhéré, non. Et donc, vous n'avez pas de numéro de SIRET, vous êtes précompté quand vous faites des traductions? Alors, disons que la dernière traduction pour la fond n'a pas été, elle m'a été réglée telle qu'elle, en fait, parce En qu'on brut? ne savait pas. Oui. En brut. Bon, parce que normalement, oui, vous pourriez être éligible au fonds de solidarité. Alors, si vous n'avez pas de numéro de SIRET, vous ne pourrez pas le faire sur le site des impôts.
Il faut que… Alors, vous êtes adhérente à la TLF ou pas? Oui, je suis Oui. adhérente depuis Donc, 3 ans. D'accord. 2 ans. Donc, vous recevez nos flash infos, Oui, j'imagine. oui. Donc, dedans, il y a un lien pour aller sur les formulaires dédiés pour les artistes-auteurs. Donc, maintenant, ça ne passe plus par la SGDL, CNL, puisqu'on peut passer directement par les impôts. Mais ils nous ont créé un formulaire dédié pour les auteurs, les traducteurs et les auteurs qui n'ont pas de numéro de SIRET. Donc, il faut retrouver le flash info, où je pourrais vous l'envoyer. Si vous voulez, vous pourrez m'envoyer un message en privé. D'accord. Et il faut aller voir sur ce lien. Et là, vous pouvez faire la demande. Et de toute façon, vous pouvez tenter, vous verrez si vous êtes éligible ou pas. Mais si vous avez un revenu de référence 2019 en France et que vous avez des revenus là 2021 pour le mois où vous voulez faire la demande en France, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas éligible. Oui, c'est ça, parce que c'est très difficile parce qu'en Espagne, la traduction d'édition n'est pas reconnue de cette façon. Donc, Oui. Après, je perds mes droits, donc je perds totalement mes droits. Mais de toute façon, si vous allez continuer à travailler pour des éditeurs français. Oui, c'est ça l'ambiguïté. Mais vous ne serez pas au régime social non plus français. Vous n'allez pas cotiser, donc vous allez vous faire payer en brut et vous cotiserez à un régime social en Espagne. Ben, je pense que je suis obligée. Et vous ferez votre déclaration fiscale en Espagne aussi. Oui, absolument. Alors après, là, oui, ça va être plus… Je pense que non, là, vous ne pourrez plus bénéficier des aides françaises. Mais… Oui, là, on sort. Mais il faut… Je peux me renseigner parce qu'il y a peut-être des moyens de le faire. Je vais essayer de me renseigner. Je veux bien. Alors, je vous contacte en privé via la TLF. Alors. Oui, voilà. D'accord, Je vais essayer de me renseigner. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous, Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui lèvent la main? Comme je ne vois pas, peut-être que les organisateurs peuvent nous… D'accord, ok. Donc, on a une question pour Olivia de la part de Laure qui demande comment est-ce que le travail a été mené avec la TLF. Attendez, prestations, partenariats, labos de recherche. Et elle fait partie d'une association de correcteurs de langue française. Et ils ont des projets d'études similaires, donc elle souhaiterait savoir comment ça s'est passé. Après, nous avons une question de Nastasia. Vous pouvez attendre un instant. Vous pouvez prendre la parole dans un instant et Olivia va d'abord répondre à la question de Laure. Oui, et donc en fait, comment ça s'est passé? D'un point de vue administratif, c'était une simple prestation de ma part pour la TLF, qui était beaucoup plus simple à monter administrativement qu'un partenariat par mon laboratoire, mais qui serait possible aussi peut-être pour des projets, on va dire, de plus longue durée ou impliquant plus de monde. Donc voilà, ça c'est pour la partie administrative. Et sinon, comment ça s'est passé d'un point de vue pratique? En fait, on s'est rencontrés avec donc les membres du CA de l'époque de la TLF. On s'est rencontrés au moment des États généraux du livre 2019, dans lesquels j'avais fait une intervention, donc qui avait différentes associations, notamment la SGDL. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et comme ça coïncidait avec un moment où la TLF envisageait de lancer la nouvelle édition de son enquête auprès de ses adhérents, en fait, on avait, c'est vrai, une communauté d'intérêt sur ce sujet-là à ce moment-là, qui a permis que je puisse accompagner la TLF dans la mise en place de l'enquête et du questionnaire, et ensuite dans son exploitation et la diffusion des résultats. Donc, on a travaillé ensemble à partir du moment de la genèse en fait de l'enquête. Voilà. D'accord. Merci Olivia. J'espère que ça répond à votre question. Oui, et bien sûr, je suis tout à fait disponible pour discuter avec toutes les associations d'auteurs qui le souhaitent, parce qu'effectivement, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être mise en écho à travers différents aspects de ces professions qui peuvent se compléter, d'autant que les traducteurs sont parfois aussi auteurs ou enseignants. Enfin, il y a des passerelles en fait entre les différentes facettes de ces métiers. Donc mieux on comprend et on analyse toutes leurs conditions de travail, plus on en a une vue complète.
Donc avec plaisir, je vous communiquerai mes coordonnées si vous voulez par le... je ne sais pas trop comment d'ailleurs, mais peut-être... elles doivent être sur le site de la TLF, je pense, à travers le... Oui, sinon on peut transmettre. Peut-être Voilà. que voilà, Samuel peut D'accord. prendre les Alors, si vous coordonnées avez, si vous, de la si vous personne et puis ne trouvez pas, vous nous faites signe, on vous transmettra. Et Anastasia qui voulait prendre la parole et son micro est ouvert. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Merci. Je voulais simplement demander si les différents rapports qui ont été évoqués étaient publics et où est-ce qu'on pouvait les trouver. Donc, je pense à l'enquête menée en 2019 dont vous avez parlé au début, Madame Guillon, au rapport Racine, à une étude sur le secteur du livre dont M. Guimazan a parlé en 2016, c'est ça? Et puis, j'imagine que l'enquête annuelle sur la rémunération des traducteurs, elle doit se trouver sur le site de la TLF. Okay. Je réponds peut-être dans un premier temps, puis, parce que sur le site de la TLF, vous allez trouver donc les enquêtes rémunération, vous allez trouver toutes nos enquêtes à nous, donc l'enquête menée par Olivia Guillon, l'enquête socio-économique est liée. Il y a un onglet, alors profession traducteur, et dans cet onglet, il y a un autre onglet enquête. Donc là, vous pouvez retrouver toutes nos enquêtes à nous. Le rapport Racine, il suffit de taper rapport Racine sur Google, vous allez tomber dessus parce que c'est très facile à trouver. Et l'enquête dont parlait Rémi Guimazan, elle est sur le site du ministère de la Culture, mais il va nous en dire davantage peut-être comment la trouver. Merci. Oui, effectivement, le rapport de Bruno Racine ayant été remis au ministre de la Culture, il est sur le site du ministère. Il faut chercher, je ne doute pas, comme le dit Paola, qu'on le trouve aisément sur l'Internet. Le titre exact du rapport de Bruno Racine, c'est « L'auteur et l'acte de création ». Donc en mettant ça entre guillemets, on est sans doute sûr de tomber sur le document. Et l'étude de 2016, elle est également présente sur le site du ministère de la Culture. Alors le chemin, c'est qu'il faut aller, quand on est sur le site du ministère de la Culture, trouver les pages dédiées aux politiques sectorielles, aller dans les pages dédiées aux politiques du livre, et là, quand on arrive sur la page dédiée à la politique du livre et de la lecture, il y a un onglet documentation où il y a toute la documentation sur la politique du livre. Mais peut-être plus simplement, là encore, en mettant entre guillemets dans un moteur de recherche, je pense que si on met études sur la situation économique et sociale des auteurs du livre, on tombe sur le document puisque c'est son titre. Donc voilà, l'auteur et l'acte de création pour l'un et études sur la situation économique et sociale des auteurs du livre pour l'autre. Ou sinon, si vous ne trouvez pas, vous pouvez, je ne sais pas si vous êtes adhérente à la TLF ou pas, si vous êtes traductrice ou pas, mais même si vous n'êtes pas adhérente, vous pouvez écrire à la TLF, il y a une adresse contact, et moi je pourrais vous les envoyer, les liens et les documents, parce que je les ai tous quelque part. Merci beaucoup. Voilà. Oui, Il vient d'être collé dans le chat, donc normalement tout le monde a accès directement au lien vers le rapport études sur la situation économique et sociale des auteurs. Nous avons Merci Samuel. encore une question de Claudine qui rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la situation de la langue allemande. Qui demande si on ne peut pas associer les germanistes à des ateliers de promotion de la langue, de la traduction, faire des joutes, etc. J'imagine que c'est à ce genre de choses que vous pensez, Claudine. J'imagine, je me permets de répondre en disant oui, très certainement. Certainement. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Et, non, mais en plus, on y pense, justement, là. Justement, on essaye de diversifier les langues pour nos joutes de traduction. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations en ce moment. Donc, voilà. Et que pour l'instant, voilà, on teste demain notre première joute en dématérialisée. Donc, on va voir ce que ça donne. Et si ça se passe bien, bon, il n'y a pas de raison, hein, a priori. On va pouvoir continuer à en faire d'autres. Et effectivement, on avait l'intention d'en faire avec l'allemand. Parce que dans le cadre de cette réflexion aussi sur comment développer les littératures allemandes et le goût pour les littératures allemandes et la traduction des œuvres allemandes. À des ateliers de discussion pour populariser l'allemand. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, alors ça, c'est autre chose, oui. Oui, ça, c'est peut-être moins de notre ressort immédiat en tant qu'association. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas aussi, oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que je pense que je parle en tant qu'ancienne membre du bureau. Je pense qu'on est plutôt demandeur d'initiatives qui remontent
des adhérents aussi, on les accueille plutôt favorablement de manière générale. Hein. Oui, mais voilà, bonne idée, faites un mail à la TLF. Parce que oui, c'est vrai, ça, on n'a pas envisagé ça, mais pourquoi pas, oui. D'accord. Il y a d'autres mains de levée, comme je ne les vois pas, je compte un peu sur Samuel pour me faire signe. Alors qu'il y a encore une question dans les questions-réponses. Oui, des joutes avec d'autres langues. Nastasia, bah oui, comme je dis, je pense qu'on est tout à fait ouvert à des initiatives venant des adhérents. Donc, toute bonne volonté sera la bienvenue. Je me permets de répondre à la place de Paola pour le coup. Pardon, là, j'ai pas. Il y a Nastasia qui parle de faire des joutes avec d'autres langues, par exemple le russe. Ah oui, ça oui, ça, non, mais en plus, ça, justement, on a dans nos projets de faire une joute avec du russe aux Utopiales pour une joute de science-fiction en russe. Donc ça, c'est, voilà, on y pense, mais on aimerait bien le faire quand les manifestations sont là, quoi, plus que, donc c'est la même réponse, parce que les joutes, c'est quand même aussi pour avoir du public autour, voilà, que ça a un côté convivial. Mais effectivement, on souhaite le faire avec différentes langues. En tout cas, élargir le spectre des langues. Tout à fait ça. Et même si vous avez des idées de textes ou d'auteurs ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous en parler, ça nous intéresse toujours. Là, nous avons plusieurs demandes de parole, donc on va demander, donc il y a d'abord Claudine, et puis après Jean-Jacques, et puis Dick, donc 3 personnes qui demandent la parole, et puis je vois qu'il y a un chat aussi. Ok, donc c'est Nastasia qui répondait dans le chat, donc là pour l'instant c'est Claudine qui a la parole, après c'est Jean-Jacques, et après c'est Dick. Je ne demande plus la parole. Vous m'entendez? Oui, vous passez la parole. Oui, et parce que pareil, en bas de l'écran, ça ne marche pas. Lever la main, baisser la main, c'est le même sigle. Donc, voilà, donc, je ne demande plus la parole. Merci. Vous passez la parole, très bien. Donc, c'est au tour de Jean-Jacques. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu, par rapport à la dévalorisation, entre guillemets, de l'activité de traduction, l'argument du développement des outils informatiques, et notamment de l'intelligence artificielle, semblait devoir pouvoir justifier justement cette dévalorisation de l'activité de traduction. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quels commentaires vous pourriez faire sur Alors, ce point? ça, l'intelligence artificielle, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu la semaine dernière, pour la première fois, un traducteur littéraire qui nous a posé la question comment facturer du post-editing après une traduction faite par une intelligence artificielle. Jusqu'à maintenant, ça ne nous était pas arrivé en traduction littéraire. Donc, on ne sait pas trop ce que ça… Voilà, on pensait qu'on était à l'abri quand même un petit peu. Donc, on a demandé à cette personne de nous faire un retour, justement, savoir comment ça allait se passer. Et alors, les arguments de l'éditeur étaient que ça lui coûterait moins cher, mais nous, on lui a répondu que faire du post-editing sur un roman traduit par même DeepL, à mon avis, c'est autant de travail que de le traduire. Donc, voilà. Pour l'instant, ces questions ne se sont pas posées dans la traduction littéraire. On les surveille. Il y a aussi un observatoire de la traduction automatique qui est mis en place par Atlas. Donc, voilà, on surveille ça de près, mais donc on a eu officiellement notre première demande de tarifs pour du post-editing après la traduction automatique. Et ça vient au galop et que d'ici 5 ans, surtout dans la littérature de genre, on va y être très très largement confronté. Donc il vaut mieux qu'on prévient, qu'on commence à prévenir. Oui, il vaut mieux, mais personnellement, moi j'ai essayé pour voir ce que ça donnait, honnêtement. J'ai essayé avec DeepL et je ne trouve pas ça concluant. Je trouve que je passe autant de temps à corriger quelque chose fait par DeepL, qui est meilleur quand même, il faut bien dire, que de le traduire moi-même. Moi, j'ai fait la même expérience et j'ai eu le résultat contraire vers l'anglais. Le résultat était bluffant. C'est vrai? Quasiment aucune différence avec une traduction par un humain en début de carrière, limite meilleure sur certains aspects, avec un toilettage, mais vraiment minimal. Donc, c'est vrai. Et tu as un roman? Oui, c'était un roman de chick lit. Ah oui.
Donc, Alors vraiment, là, je suis et je étonnée. pense que c'est quelque Ouais. chose qui nous pond au nez, Ah vraiment, ouais. qui va venir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Voilà, c'est un grand débat pour un autre jour. Voilà, comme c'est moi qui m'octroie la parole Ah, pour… mais tu as raison. Ah oui, tu vois, mais vers le français, moi, j'ai pas trouvé ça concluant. C'était pour de la fantasy young adult. Je pense, Il y avait voilà, plein de donc, contresens. Ouais. il est 17h, il est 15h37. Voilà, donc on va s'acheminer doucement vers la fin. Je pense qu'il n'y a plus de questions parce qu'il y avait Dick qui voulait prendre la parole et puis qui finalement a baissé la main. Je pense que sur le chat, pareil, il n'y a plus de… oui, Nastasia qui abonde dans bon sens, donc c'est une femme de bon sens. Tout à fait. Donc voilà, donc, on va boucler tout doucement. Je vais demander aux participants si vous voulez ajouter un petit dernier mot pour la route. Moi, je dirais bien une conclusion, voilà, parce que c'était quand même traducteur littéraire aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, voilà, hein, on a quand même bien exposé ce que ça allait être. Demain, en tout cas, nous, à la TLF, on essaye de faire tout ce qu'il faut pour améliorer les conditions socio-économiques du traducteur. Alors, et on espère y arriver. Moi, je pense que quand on croit aux choses, on y arrive. Voilà. Moi, je veux bien dire un tout petit dernier mot aussi en rebondissant sur la question de l'intelligence artificielle. J'ai évidemment, je ne vais pas lancer le débat maintenant sur ce sujet-là, mais je voudrais juste dire que là aussi, c'est un sujet qui, bien sûr, serait à développer et pour lequel les traducteurs ne sont pas forcément un cas particulier. L'intelligence artificielle concerne énormément de métiers et c'est une tendance lourde de l'économie numérique aujourd'hui. Et les questions que les traducteurs peuvent se poser, ou l'impression d'avoir été à l'abri qui commence à être un petit peu remise en cause, et beaucoup d'autres métiers sont passés par là aussi. Et donc, encore une fois, je pense que ce qui est intéressant, c'est de mettre en résonance tout ce qui peut se passer dans le monde de la traduction avec l'environnement socio-économique plus général. L'intelligence artificielle n'étant qu'un exemple parmi d'autres de ce fait-là. Voilà. Et sinon, je remercie tout le monde pour ces débats qui ont été très intéressants pour l'économiste que je suis. Denis, un dernier petit mot pour la route? Oui, alors alors de mon côté très très formel, d'abord pour remercier encore la TLF d'abord de m'avoir invité à cette table ronde, me mettre en valeur, c'est toujours plaisant, bien sûr, mais aussi vraiment, sincèrement, de nouveau, féliciter la TLF pour le travail excellent, je trouve, qui a été fait avec Olivia autour de cette étude. Euh, euh, Avant, enfin, nous, ministère de la Culture, mon service et moi, personnellement, avec mon adjoint Hervé Renard, on a été associés dès le départ à cette ambition qu'avait la TLF de faire cette étude par Corinna Gapner, qui à l'époque était la présidente, et Damien, qui était venu nous voir. On les a encouragés à aller dans ce sens. Et vraiment, voilà, plusieurs années après, je suis vraiment, vraiment content de voir, que ça aboutit à quelque chose de véritablement intéressant. Je conseille à tout le monde d'aller regarder in extenso les résultats de l'étude, au-delà de la présentation qu'a pu faire Olivia aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci beaucoup tout le monde. Merci à vous de votre participation. Merci au public d'être fidèle, aussi nombreux jusqu'au bout de notre débat. Et voilà, sur ce, on va remercier encore une fois nos participants. Et puis le débat se prolongera très certainement sur d'autres plateformes dans les heures, les jours qui viennent. Donc merci à tout le monde. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.